en bienvenue sur la chaîne USA Celebrity Legacy. Au cours des derniers jours, l'Amérique a dit au revoir à plusieurs personnes remarquables, des icônes dont l'impact se fera sentir pendant des générations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous honorons leur vie, leurs réalisations et l'héritage qu'ils laissent derrière eux. Si l'une de leurs histoires vous a touché le cœur, veuillez laisser un j'aime pour aider à maintenir leur mémoire vivante. Merci d'être ici. Commençons maintenant. Lai Weymouth, journaliste vétéran et rédactrice associée principale de longue date au Washington Post, est décédée le 29 septembre 2025 à l'âge de 82 ans. Née à Washington, D.C. en 1943, elle était la fille de Katharine Graham, la légendaire éditrice qui a guidé le Post à travers le Watergate. Suivant la tradition familiale, Weymouth a tracé sa propre voie dans le journalisme, devenant célèbre pour ses interviews de haut niveau avec des dirigeants mondiaux, dont Saddam Hussein, Vladimir Poutine et Benazir Bhutto. Ses reportages offraient un accès et une perspicacité rares, lui valant le respect en tant que l'une des voix les plus fiables du Post en matière de politique étrangère. Tout au long des années 1980 et 1990, Weymouth a beaucoup voyagé pour mener des conversations qui sont parues dans Newsweek et le Post, ouvrant souvent la voie en parlant directement à des personnalités qui s'engageaient rarement avec la presse occidentale. En plus de son travail de journaliste, elle a fait partie de la direction de la famille Graham, qui a supervisé la Washington Post Company jusqu'à sa vente en 2013. On se souvient de Lai Weymouth non seulement pour l'héritage de sa famille, mais aussi pour son propre travail. Des enquêtes sérieuses et intrépides, ces interviews restent un document précieux de la politique mondiale au tournant du siècle, reflétant son engagement de toujours envers le journalisme. La carrière de Lai témoigne du devoir du journalisme de rechercher l'accès, de poser des questions difficiles et de préserver la vérité. Commentaire 82, son âge, ou écrivez simplement RIP, Lai Weymouth pour honorer sa vie et son œuvre. Un accident de voiture survenu le 27 septembre 2025 a coûté la vie à 3 membres de la famille Putman, marquant une fin douloureuse à Meet the Putmans, l'émission de télé-réalité de TLC qui a fait entrer le foyer du Michigan dans les salons de toute l'Amérique. Diffusée pour la première fois en 2017, l'émission a présenté aux téléspectateurs un mode de vie unique. 3 générations, les grands-parents, les parents et les enfants, tous vivant ensemble dans une seule maison. La série a mis en évidence non seulement les difficultés des horaires chargés et des espaces partagés, mais aussi la joie et la force qui découlaient de leur unité. Au fil du temps, les Putman sont devenus connus pour parler des valeurs de la foi, de la discipline familiale et du travail d'équipe. Leurs apparitions dans les médias ont donné un aperçu de la façon dont ils organisaient la vie quotidienne dans une famille aussi nombreuse. Ils sont devenus pour beaucoup un emblème de ce que la convivialité pouvait signifier dans un monde moderne. Bien que leur présence à la télévision ait été brève, les leçons que leur histoire a véhiculées ont dépassé l'écran. Ils ont montré que même face aux difficultés, l'amour et la compréhension pouvaient maintenir une famille fermement unie. Gardons leur mémoire vivante, écrivait RIP les Putman en signe de respect pour une famille dont l'ouverture a donné au public un rappel durable de l'importance du lien. Jim McNeely, le pianiste, compositeur et arrangeur de jazz distingué dont la carrière a façonné le son moderne du jazz de grand ensemble, est décédé le 26 septembre 2025 à l'âge de 75 ans. McNeely s'est fait connaître dans les années 1970 en tant que pianiste avec le Thad Jones Mel Lewis Orchestra où son oreille fine et sa créativité étaient évidentes. Il a ensuite tourné avec Stan Getz et Phil Woods, mettant en valeur ses talents de soliste et de joueur d'ensemble. Connu pour son équilibre entre subtilité et clarté, il est devenu l'un des principaux pianistes de sa génération. Ses rôles de compositeur et de chef d'orchestre se sont étendus bien au-delà de la scène. Il a dirigé l'Orchestre symphonique de la radio de Francfort et l'Orchestre symphonique de la radio danoise et a façonné le son du Vanguard Jazz Orchestra pendant des décennies. Des enregistrements tels que Group Therapy et Barefoot Dances and Other Visions
restent des témoignages de son talent artistique, chacun recevant une reconnaissance Grammy et des éloges de la critique. Né le 18 mai 1950 à Chicago, McNeely a fréquenté l'université de l'Illinois avant de se lancer dans une carrière qui a duré plus de 5 décennies. Il était également un éducateur dévoué, notamment à la Manhattan School of Music, où il a contribué à façonner la prochaine vague d'artistes de jazz. Pour honorer son héritage, veuillez commenter 75, son âge, ou écrire RIP Jim McNeely pour vous souvenir d'un musicien dont les talents artistiques ont uni l'interprétation, la composition et l'enseignement. Sonny Curtis, le chanteur, guitariste et compositeur américain, surtout connu pour avoir écrit certaines des chansons les plus durables de l'histoire du rock et de la pop, est décédé le 19 septembre 2025. Il avait 87 ans. En 6 décennies, Curtis a bâti une carrière qui alliait un dévouement tranquille à un impact immense. En tant que membre des Crickets après la mort de Buddy Holly, il a fait progresser l'un des premiers groupes de rock les plus importants. Sa chanson I Fought the Law est devenue une pierre angulaire de la contestation, d'abord adoptée par le Bobby Fowler 4, puis réintroduite auprès d'un public plus jeune par les Clash, garantissant qu'elle ne quitterait jamais le canon du rock. Il a également écrit Love is All Around, la chanson thème entraînante et stimulante de l'émission Mary Tyler Moore, qui a lié son nom de façon permanente à l'une des époques les plus célébrées de la télévision. Né le 9 mai 1938 dans la petite ville de Meadow, au Texas, ses compositions ont dépassé le rock pour toucher la country et la pop, avec des artistes tels que les Everly Brothers, Andy Williams et d'autres enregistrant son œuvre. Bien qu'il n'ait pas été un nom connu au même titre que Buddy Holly ou Paul McCartney, Curtis était vénéré par ses pairs comme un artisan talentueux, admiré pour sa polyvalence et sa capacité à capturer l'émotion humaine dans des mélodies simples et durables. Son héritage perdurera partout où ses chansons seront chantées, reprises ou mémorisées. Des témoignages d'une vie consacrée à la musique, commenté 87, son âge, où écrivait Rip Sonny Curtis pour honorer un compositeur dont la musique reste tissée dans le tissu de la culture américaine. Brett James, la voix et la plume derrière certaines des chansons les plus populaires de la musique country, est décédé le 18 septembre 2025. Il avait 58 ans. Né le 5 mai 1967 à Columbia, dans le Missouri, James a déménagé à Nashville au début des années 90 avec un rêve qui est rapidement devenu réalité. Au fil des ans, il est devenu l'un des auteurs-compositeurs les plus fiables de la ville, signant Jessica Andrews, Who I Am, Spend My Time de Clint Black et Jesus Take the Wheel de Carrie Underwood, qui a remporté un Grammy et touché des millions de personnes. Ces chansons ont été reconnues par le CMA, l'ACM et la Recording Academy, ce qui prouve sa capacité à passer de la country au grand public. Bien que son écriture l'ait définie, James a également sorti ses propres albums mêlant des histoires sincères à une touche contemporaine. Il a bâti un deuxième héritage en tant que producteur, encadrant les artistes émergents et aidant les noms établis à affiner leur son. Bien que James ait préféré garder sa famille hors de la vue du public, il était connu comme un mari et un père aimant de 2 enfants. Ses amis et collaborateurs se souviennent de lui comme de quelqu'un qui donnait volontiers de son temps et qui n'hésitait jamais à élever les autres. Son héritage ne réside pas seulement dans les succès qui résonnent encore à la radio, mais aussi dans les innombrables vies qu'il a façonnées en coulisses. Pour vous souvenir de lui, partagez votre chanson préférée de Brett James dans les commentaires ou tapez 58, son âge pour honorer un homme dont la musique joue encore dans nos cœurs. Polly Holiday, l'actrice nommée aux Emmy Awards, surtout connue pour son rôle de Flo dans Alice, est décédée le 9 septembre 2025. Elle avait 87 ans. Holiday est née le 2 juillet 1937 à Jasper, en Alabama, et a commencé à jouer sur scène avant que la télévision ne lui apporte une renommée nationale. Son rôle de Florence Jean Flo Castleberry, avec son slogan « Kiss My Grits », est devenu l'un des personnages les plus reconnaissables de la télévision. Pour son travail, elle a remporté 2 Golden Globes et 4 nominations aux Emmy Awards.
faisant de Flo une icône de la culture pop des années 1970. Elle a ensuite été la tête d'affiche de la série dérivée de courte durée Flo et est apparue dans des films populaires tels que Gremlins 1984 et Mrs. Doubtfire 1993, ainsi que dans des apparitions récurrentes en dedans Home Improvement. Pour chaque projet, Holiday a été saluée pour sa capacité à équilibrer l'humour et la chaleur, donnant au public des personnages qui semblaient authentiques et auxquels on pouvait s'identifier. Bien qu'elle se soit éloignée des projecteurs dans les années suivantes, elle est restée respectée par ses pairs et aimée par ses fans, revenant occasionnellement sur scène où son voyage avait commencé. La carrière de Polly Holiday a défini une époque de la télévision et a laissé derrière elle des rôles qui continuent de résonner. Si ces performances vous ont déjà fait rire ou vous ont apporté du réconfort, commentez 87, son âge ou dites RIP Polly Holiday. Vos mots contribuent à maintenir vivante la mémoire d'une femme qui a apporté tant de joie à l'écran. Vive Prince, dont on se souvient comme du batteur original de The Pretty Things et d'une figure distinctive du rock britannique des années 1960, est décédé le 11 septembre 2025 à l'âge de 81 ans. Né en 1944, Prince a commencé à jouer de la batterie dans des groupes sans locaux avant de rejoindre les Pretty Things en 1964. Son style énergique et sa personnalité flamboyante ont aidé le groupe à attirer l'attention au plus fort de la scène britannique du rhythm and blues. Il a joué sur leurs premiers enregistrements, y compris leur premier album The Pretty Things 1965 et la suite Get the Picture, qui a valu au groupe une reconnaissance internationale. Bien que son passage dans le groupe ait été bref, sa présence a défini leur son et leur image de départ. Prince est devenu aussi connu pour ses frasques sauvages sur scène que pour son jeu de batterie, une réputation qui a à la fois rehaussé le profil du groupe et qui a finalement conduit à son départ. Après avoir quitté les Pretty Things, il a continué à se produire avec d'autres groupes et est resté un membre de la communauté britannique du rock. Loin de la musique, Prince a vécu une vie plus calme dont ses pairs se souviennent comme étant à la fois imprévisible et talentueux, un batteur dont la personnalité était inséparable de son art. L'héritage de Vive Prince réside dans l'énergie brute qu'il a apportée à l'un des groupes les plus influents de l'époque, laissant une marque sur l'histoire du jeu de batterie rock. Commentez 431, son âge, ou écrivez RIP Vive Prince pour honorer le musicien dont l'esprit incarnait le côté indompté du rock des années 1960. La célèbre actrice brésilienne Bá Lorene, dont l'esprit vif et la présence rayonnante ont fait d'elle un pilier de la scène et de la télévision pendant des décennies, est décédée le 29 septembre 2025. Elle avait 98 ans, née à Varsovie, en Pologne, en 1927. Elle s'est enfuie avec sa famille au Brésil pendant la montée du nazisme, commençant une nouvelle vie à Rio de Janeiro. Laurent est entré dans le monde des arts du spectacle dans les années 1950, d'abord sur les scènes de théâtre avant de laisser une marque durable à la télévision. Elle est devenue largement reconnue pour son talent comique et a fait partie de la première vague d'artistes qui ont contribué à façonner la comédie télévisée brésilienne. Au fil des ans, elle est apparue dans d'innombrables productions, y compris des feuilletons et des sitcoms sur Reddit Globo, où ses personnages étaient mémorisés pour leur humour et leur chaleur. Son travail l'a mise en contact avec des millions de téléspectateurs, ce qui a fait d'elle l'un des visages les plus familiers des foyers brésiliens. Loin des projecteurs, Lorene était admirée pour sa résilience et son long parcours, de l'enfant immigré à l'icône culturelle. Elle incarnait à la fois les difficultés et les joies d'une vie passée sur scène, devenant un symbole de persévérance et de rire. Son décès clôt un chapitre remarquable de l'histoire du divertissement brésilien. Mais son héritage demeure dans chaque scène, chaque rire et chaque souvenir qu'elle a laissé derrière elle. Si Bá Lorene vous a déjà fait sourire, partagez ce moment ci-dessous. Laissez un commentaire avec 98, son âge, ou écrivez un message d'adieu pour célébrer une vie qui a donné au Brésil près d'un siècle de joie. Bob Brower, le représentant vétéran et président de Chuck Laurier Productions, est décédé le 23 septembre 2025 à l'âge de 69 ans.
Pendant des décennies, Barder a travaillé discrètement mais de manière décisive dans les coulisses de la télévision. Chez International Creative Management, ICM, où il a été coprésident, il a joué un rôle déterminant dans l'orientation de la carrière de comédiens, d'acteurs et de créateurs qui ont façonné le divertissement américain. Sa réputation reposait sur un bon jugement, la loyauté et une capacité à mettre en relation les talents avec les bonnes opportunités au bon moment. En 2013, Barder a accepté le rôle de président chez Chuck Lorre Productions, apportant sa connaissance approfondie de l'industrie à l'une des entreprises les plus prospères de la télévision. Sous sa direction, The Big Bang Theory, Two and a Half Men et Mom ont prospéré, cimentant la réputation de Lure en tant que créateur d'émissions qui combinait l'humour avec un large attrait. La main ferme de Brody a contribué à assurer la stabilité pendant les années où le studio a atteint un public mondial. Né en 1946 aux États-Unis, il était admiré pour son professionnalisme, son humilité et sa constance. Loin des projecteurs, il attachait autant d'importance à la famille et aux amitiés qu'à la réussite professionnelle. L'héritage de Bob Browers perdure dans les artistes qu'il a soutenus et dans les rires des émissions qu'il a contribué à produire. Si son travail vous a déjà fait sourire, écrivez RIP Bob Brower ou laissez 69 son âge en guise d'hommage. Sean Clark, l'entraîneur de football célébré pour son leadership et son engagement envers ses joueurs, est décédé le 21 septembre 2025. Il avait 50 ans. Originaire de Charleston en Virginie occidentale, Clark a construit ses fondations en tant que joueur de ligne offensive All-American à Appalachian State, où son courage et sa détermination sont devenus les marques de son style de jeu. Après avoir obtenu son diplôme, il est passé à l'entraînement, occupant des postes de début de carrière à Louisville, Eastern Kentucky, Purdue et Kent State. Son retour à Appalachian State a marqué un tournant. D'abord comme entraîneur de la ligne offensive, puis comme entraîneur-chef, il a mené les Mountaineers à 3 victoires en bowl, un titre de division et un solide record de 40 victoires et 24 défaites. Sa main ferme était évidente pendant les hauts des victoires majeures et les bas de la navigation dans une pandémie mondiale où il a maintenu son équipe unie. Clark a ensuite apporté sa passion à UCF où on se souvenait de lui comme plus qu'un entraîneur. Ses collègues et ses joueurs l'ont décrit comme un mentor qui formait des hommes autant que des athlètes, en mettant l'accent sur la discipline, le caractère et le travail d'équipe avant tout. Bon nombre de ses anciens joueurs ont progressé vers le football professionnel, reprenant les leçons qu'il leur avait inculquées. Survivant à sa famille et à une communauté de football élargie, l'héritage de Clark continue de vivre dans les innombrables joueurs dont il a façonné la vie. Commenté 50, son âge, ou écrivait RIP Sean Clark pour honorer un entraîneur qui a donné sa vie au jeu et aux personnes qu'il a dirigées. Oprah Winfrey, un nom gravé dans le fondement même de la culture américaine. Une femme dont la voix s'est élevée au-dessus du bruit pour devenir l'écho le plus imposant de la vérité dans l'histoire moderne. Elle n'est pas simplement une icône de la télévision, mais l'incarnation d'une révolution dans la façon dont les histoires sont racontées, dont la douleur est transformée en pouvoir et dont une âme peut changer le destin de millions de personnes. The Oprah Winfrey Show était plus qu'une émission de jour. C'était un sanctuaire, un confessionnal mondial et la scène la plus puissante de son époque. De cette scène, elle n'a pas simplement diverti. Elle a guéri, confronté et réécrit l'idée de ce que les médias pouvaient être. Derrière son empire se cachent non seulement des milliards de dollars de fortune ou une influence mondiale inégalée, mais la preuve vivante que la grandeur peut surgir du sol le plus fragile de la souffrance. Son ascension n'a jamais été gracieuse ni sans effort. Elle a commencé dans le silence, dans la faim, dans les arêtes vives de l'abandon. Oprah a surgi des cendres d'une enfance brisée. Des jours où la nourriture était rare, où l'affection était plus rare encore et où le poids de la honte pesait plus lourd que le poids de la pauvreté. Pourtant, elle a émergé comme un monument flamboyant de résilience. Une reine de l'empathie et de l'intellect qui a redéfini ce que signifiait être un conteur. Pendant des décennies, elle a porté non seulement ses propres cicatrices,
mais aussi les blessures non exprimées d'une génération. Elle a donné une voix aux sans-voix, transformant ses traumatismes les plus profonds en ponts de compréhension. Son histoire a toujours été à la fois un triomphe et une tragédie, un rappel que même la lumière la plus brillante naît d'un champ de bataille d'ombre. Et pourtant, malgré tous les applaudissements et les acclamations, l'empire rayonnant d'Oprah Winfrey dissimule un creuset de douleur. Sa couronne est lourde, forgée non seulement d'or, mais de trahison, de solitude et du fardeau impitoyable de l'attente. La gloire n'a pas effacé les cicatrices gravées dans sa jeunesse. L'argent n'a pas réduit au silence les échos des nuits passées non désirées, invisibles, non protégées. Elle a longtemps confessé que le monde a embrassé son pouvoir, mais peu ont osé affronter la fragilité qui se cachait derrière. Ces ombres demeurent, des ombres si profondes que même des milliards ne peuvent acheter leur silence. C'est ici, dans cette dualité entre triomphe et tourment, que la vérité de l'héritage d'Oprah émerge. Elle n'est pas née dans le confort, mais dans le chaos. Oprah Gayle Winfrey est née le 29 janvier 1954 dans la petite ville du Mississippi de Kosciuszko. Sa mère, Vernita Lee, était une femme de chambre adolescente qui n'avait pas grand-chose à offrir au-delà de la survie. Et son père, Vernon Winfrey, était un coiffeur et mineur de charbon qui ne jouerait qu'un rôle fragmenté dans sa vie. Leur lien s'est dissous presque instantanément, laissant Oprah errer entre des foyers instables. Dès ses premiers signaux souffles, son existence a été définie non pas par l'amour ou la certitude, mais par la séparation et l'instabilité. L'abandon est devenu son premier professeur. En tant que nourrisson, elle a été confiée aux soins de sa grand-mère, Hattie Mailey, qui l'a élevée dans une ferme isolée. Là-bas, la pauvreté était implacable et l'enfance a été remplacée par des corvées interminables. Mais au milieu de cette stérilité a fleuri la graine de sa destinée. Sa grand-mère lui a appris à lire avant l'âge de 3 ans. Le premier souvenir de pouvoir d'Oprah n'était pas les applaudissements ni l'affection, mais le son des écritures sur ses lèvres lorsqu'elle se tenait à l'église en récitant des versets qu'elle avait mémorisés par cœur. Les mots sont devenus son arme, son bouclier, son refuge fragile. Ma grand-mère m'a appris à lire la Bible avant l'âge de 3 ans. Ou 3 ans, se souviendrait-elle plus tard avec une clarté poignante. Et à partir de ce moment, le langage est devenu sa bouée de sauvetage. Mais même les mots ne pouvaient pas effacer la faim ni la honte de la pauvreté. Elle a admis qu'elle portait des sacs de pommes de terre comme robe parce qu'il n'y avait rien d'autre. Pour les étrangers, elle était un enfant en haillons. Mais pour Oprah, c'était la première leçon brutale. La dignité doit être portée à l'intérieur, même lorsque le monde dépouille tout. Cette fragile stabilité s'est brisée une fois de plus en 1960 lorsque Oprah, âgée de 6 ans, a été envoyée dans le Nord, à Milwaukee, pour vivre avec sa mère. Elle rêvait de confort, mais n'a trouvé que de la négligence. Vernita a travaillé d'innombrables heures comme femme de chambre, laissant sa fille ballottée d'un foyer instable à un autre. Au cours de ces années, la sécurité était une inconnue. J'ai grandi sans jamais me sentir désiré, sans jamais me sentir en sécurité, avouera plus tard Oprah avec une honnêteté dévastatrice. Au moment où elle est entrée dans l'adolescence, les trahisons se sont faites plus sombres. Des hommes de confiance dans son orbite ont violé cette confiance, laissant des blessures qu'aucun enfant ne devrait jamais porter. Ces expériences ont volé son innocence et ont planté des cicatrices qui la suivraient toute sa vie. C'est dans ce creuset qu'Oprah Winfrey a été forgée. Une fille qui portait des sacs de pommes de terre est devenue une femme drapée de couronne, mais toujours hantée par le poids de ses origines. Sa vie est l'histoire d'une transformation si stupéfiante qu'elle défie presque toute croyance. Une enfant pauvre et blessée qui s'élève pour devenir la reine immortelle de la télévision, une visionnaire milliardaire et la voix inébranlable de l'espoir lui-même. À 14 ans, en 1968, la tragédie a frappé avec une cruauté dévastatrice. Elle a donné naissance à un petit garçon qui n'a vécu que peu de temps. Le chagrin de cette perte, l'angoisse d'une maternité niée, est devenue une blessure qui l'a assombrie pour le reste de sa vie. Une tempête de chagrin qu'aucun triomphe ne pourrait jamais réduire au silence. Incapable de la gérer davantage, sa mère a envoyé Oprah à Nashville pour vivre avec son père. C'était la miséricorde la plus dure, mais aussi le tournant qui allait la sauver. Vernon Winfrey était strict, inflexible, un homme de discipline qui valorisait l'éducation par-dessus tout.
Il lui a imposé des couvre-feux, l'a forcé à étudier, à exiger des normes plus élevées, et bien que son amour ait été sévère et parfois froid, il est devenu l'encre qui lui avait été refusée toute sa vie. Sous son toit, Oprah n'était plus un enfant perdu errant entre les foyers, elle a commencé à reconstruire, à trouver les racines et fragiles de l'appartenance, à entrevoir pour la première fois une vie au-delà de la simple survie. Des années plus tard, elle reviendrait sur ses blessures avec à la fois chagrin et gratitude, admettant qu'elles ne s'étaient jamais estompées, mais qu'elles étaient devenues le feu qui avait forgé sa volonté. Transformez vos blessures en sagesse, a-t-elle déclaré. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Transformant la faim en dynamisme, le rejet en empathie, l'instabilité en résilience, la cruauté de son enfance a été dévastatrice, les cicatrices permanentes, les ombres implacables, pourtant elles sont devenues le fondement indestructible d'une femme qui un jour s'élèverait pour détenir non seulement l'attention d'une nation, mais le cœur du monde entier. Des cendres d'une enfance volée, Oprah a emporté avec elle dans sa jeunesse non pas la défaite, mais une faim si féroce qu'elle a refusé d'être réduite au silence. Alors que d'autres adolescentes rêvaient librement, elle se frayait déjà un chemin vers la survie, portant des cicatrices que personne ne pouvait voir, mais cela brûlait comme un feu sous sa peau. À seulement 17 ans, en 1971, elle s'est inscrite au concours de beauté Miss Black Tennessee, non pas pour le glamour, mais pour une chance, pour qu'une porte s'ouvre. Contre toute attente, elle a gagné. Et avec cette couronne est venue sa première expérience de reconnaissance. Sa première preuve que le monde pourrait un jour écouter sa voix. Cette victoire l'a menée à la radio W à Nashville, où elle a commencé à travailler à temps partiel alors qu'elle était encore au lycée. Mais derrière l'éclat des lumières du studio, sa réalité était impitoyablement différente. Elle arrivait souvent affamée, son sac à main presque vide, ses robes empruntées ou usées aux coutures. Elle se souviendra plus tard: la toute première fois que je me suis assise devant un microphone, j'ai su au fond de moi que j'étais destinée à faire ça, même si personne d'autre ne le croyait. Soir après soir, elle s'asseyait derrière le microphone, sa voix tremblant mais intacte, se transformant en une force qui un jour émouvrait des millions de personnes. Le monde a vu une jeune femme en pleine ascension. Ce qu'ils n'ont pas vu, ce sont les longs trajets en bus qu'elle a fait pour économiser chaque centime. Les marches à la maison trempées par la pluie quand elle n'avait pas les moyens de se payer la foire. L'épuisement gravé sur son visage alors qu'elle jonglait avec l'école, le travail et la survie. Ou les nuits où elle pleurait en silence, terrifiée que la pauvreté ne l'engloutisse avant que son rêve ne prenne racine. À 19 ans, elle est devenue la plus jeune et la première femme noire présentatrice à WLAC-TV à Nashville. C'était une réalisation révolutionnaire qui parlait non seulement de talent, mais aussi de défis contre toutes les barrières dressées contre elle. Une fille en haillons se tenant devant une caméra qui n'avait jamais été destinée à quelqu'un comme elle. Pourtant, même avec ses percées, l'ascension a été impitoyable. Ses chèques de paye couvraient à peine la nourriture et le loyer, et elle arrivait souvent au studio dans des vêtements d'occasion, l'estomac creux, mais sa volonté intacte. Chaque diffusion, chaque titre était porté non pas avec facilité, mais avec les échos d'une petite fille qui portait autrefois des sacs de pommes de terre comme robe. Elle a avoué un jour: « Je me souviens être allée à des entrevues avec des chaussures empruntées, terrifiée qu'ils voient à travers moi. » Pour les dirigeants, elle était trop brute, trop émotive, trop peu raffinée pour la télévision. Mais cette même crudité, ses larmes, ses rires, son humanité non gardée sont devenus son don. En 1978, elle a co-animé une émission de discussion locale à Baltimore appelée People Are Talking. En quelques mois, il était clair qu'elle était différente. Elle ne se contentait pas de poser des questions, elle vivait à l'intérieur d'eux. Son empathie a percé les murs entre la scène et le public. Elle pleurait quand ses invités pleuraient, riait quand ils riaient, et dans ces moments-là, l'Amérique a entrevu un nouveau genre de télévision qui n'était pas une performance, mais une communion. Pourtant, les années ont été épuisantes. Elle a travaillé sans relâche, doutant d'elle-même pendant les heures calmes, admettant plus tard: il y a eu des nuits où je pensais « peut-être que c'est tout ce que je peux faire, peut-être que le monde n'est pas prêt pour moi ». Pendant 8 longues années, elle a perfectionné son métier.
non seulement en construisant un curriculum vitae, mais en forgeant un lien indéfectible avec des gens ordinaires qui voyaient en elle leur propre lutte, leur propre désir d'être entendus. Puis est venu l'appel qui allait tout changer. En 1984, on lui a offert la chance d'animer une émission de discussion matinale en difficulté à Chicago, AM Chicago. L'émission était en soins intensifs, bonne dernière en code d'écoute, et beaucoup doutaient qu'une femme comme Oprah, une jeune femme noire avec la cadence du Mississippi, toujours dans sa voix, puisse la sauver. Mais ce que le monde a sous-estimé, c'est la tempête à l'intérieur d'elle, la volonté implacable née de la faim, de la trahison et de la perte. En quelques mois à peine, elle a transformé l'émission du bas du classement au numéro 1. Elle a détrôné même le légendaire Phil Donahue, le roi régnant des émissions de discussion de jour. Chicago n'avait jamais rien vu de tel. En 1986, l'émission a rené sous le nom de The Oprah Winfrey Show, lançant une diffusion nationale. Cette même année, le destin lui-même a semblé conspirer en sa faveur lorsque le critique de cinéma Roger Ebert, un homme qu'elle avait brièvement fréquenté, l'a exhorté à signer l'accord de diffusion qui assurerait son empire. C'était un conseil qui a transformé un triomphe artistique local en une révolution mondiale. Pendant les 25 saisons suivantes, Oprah ne se contenterait pas d'animer une émission de discussion. Elle allait redéfinir l'âme même de la télévision de jour, créant un sanctuaire où les brisés pouvaient trouver pouvaient trouver la guérison, où les sans-voix pouvaient enfin être entendus. Ce qui avait commencé comme l'ascension désespérée et épuisante d'une jeune fille pauvre du Mississippi s'était transformé au milieu des années 1980 en un phénomène culturel. Elle n'était plus seulement Oprah, elle était un miroir pour une nation, un témoignage vivant que même l'enfance la plus brisée et les débuts les plus difficiles pouvaient donner naissance à la voix la plus inébranlable. Ce qui avait commencé comme une fragile expérience à Chicago a explosé en un phénomène qui allait dominer l'histoire de la télévision. En 1986, The Oprah Winfrey Show est devenu national et, pendant les 25 saisons suivantes, il est devenu le talk show de jour le plus regardé que le monde ait jamais vu. Une cathédrale culturelle où des millions de personnes se réunissaient chaque jour. Ce n'était pas seulement de la télévision, c'était un rituel, c'était un refuge, c'était une révolution. Les téléspectateurs ne venaient donc pas simplement pour le divertissement, mais pour la vérité, pour la guérison, pour la chance de se sentir moins seul. Oprah a dit un jour « Les gens veulent être validés, tout le monde veut être vu et entendu ». Et chaque jour sur cette CNN essayait de leur donner cela. Cette promesse l'a transformée en la voix inébranlable de générations. Mais derrière les applaudissements se cachait un poids que peu pouvaient imaginer. Dominer les codes d'écoute pendant un quart de siècle signifiait vivre sous un feu des projecteurs impitoyables où chaque épisode devait atterrir parfaitement. Chaque mot comportait le risque d'un jugement. Chaque silence pouvait être mal interprété. Oprah portait non seulement le rôle d'animatrice, mais aussi le fardeau impossible de guérisseuse, de thérapeute et de confidente à la douleur d'une nation. La pression était suffocante, pesant sur sa poitrine longtemps après que les caméras aient cessé de tourner. Lorsque les lumières s'éteignaient, elle s'asseyait souvent seule dans sa loge, le maquillage strié de larmes, se demandant combien de temps elle pouvait continuer à donner alors qu'on lui avait déjà tant pris. Les critiques s'en tournaient comme des vautours, l'accusant d'exploiter le chagrin, de transformer le chagrin en spectacle, d'estomper la fragile ligne entre le journalisme et la thérapie. Il disait qu'elle était trop émotive, trop brute, trop peu raffinée pour la grandeur de la télévision de réseau. Et comme si son âme ne suffisait pas à disséquer, son corps a été transformé en champ de bataille. Dont les tabloïds ont publié des photos peu flatteuses sur les premières pages, se moquant de ses luttes contre le poids, réduisant son humanité à un titre. La femme qui avait donné une voix à une nation a soudainement vu son propre corps transformé en débat public. Elle a admis plus tard avec une honnêteté obsédante « Il y a eu des jours où je me sentais fatiguée jusqu'aux os, me demandant si je pouvais continuer à porter ce poids, et pourtant elle n'a pas arrêté. Là où d'autres auraient pu capituler, elle a construit plus haut, brique par brique, contre chaque tempête. »
Avec Harpo Productions, elle s'est emparée de sa destinée, se transformant d'employée en bâtisseur d'empire. Elle a produit non seulement sa propre émission, mais a également lancé Dr. Phil, Rachel Ray et des films acclamés comme La couleur pourpre et Selma. Elle a prouvé au monde qu'elle n'était pas seulement un visage à l'écran. Elle était l'architecte d'un empire, une femme qui a refusé d'être confinée par des plafonds qui n'ont jamais été conçus pour elle. Pourtant, même les empires beaucoup trébuchent. En 2011, lorsqu'elle a mis fin à son émission légendaire et dévoilé le Oprah Winfrey Network Own, le rêve a failli s'effondrer. Les cotes d'écoute étaient désastreuses. Les critiques se sont moqués d'elle ouvertement et peut-être pour la première fois depuis son ascension fulgurante, Oprah a goûté à l'amertume de l'effondrement. Elle a admis plus tard avec une honnêteté sans faille, la première année d'Owen a été la période la plus difficile de ma vie. J'ai cru que j'avais fait la plus grande erreur. La femme qui avait bâti sa légende sur la résilience se tenait maintenant au bord de la ruine. Mais si son enfance lui avait appris quelque chose, c'était que la survie se forge dans le feu. Au lieu de se briser, elle a brûlé plus fort. Lentement, s'est instabilisée, puis a prospéré, récupérant sa voix dans un nouveau média. En 2018, elle s'est associée à Apple TV+, transportant sa narration dans l'ère du streaming et prouvant que sa vision pouvait transcender les générations. Et en 2021, elle a rappelé au monde son pouvoir inégalé avec l'interview qui a secoué le palais de Buckingham. Le prince Harry et Meghan Markle ont été regardés par près de 50 millions de personnes dans le monde. Une conversation qui a prouvé que même après des décennies, les paroles d'Oprah pouvaient encore enflammer le débat, faire évoluer la culture et faire bouger les nations. Aujourd'hui, son empire ne se mesure pas seulement en milliards, ni dans les studios et les scènes qui portent son nom, mais dans la marque indélébile qu'elle a gravée dans la culture elle-même. De l'éclat aveuglant des lumières du studio aux nuits les plus sombres du doute, elle a enduré les critiques, l'épuisement et l'échec pour ne se relever qu'encore et encore plus forte à chaque fois. Pendant 25 ans, elle a porté la douleur de millions de personnes tout en supportant la sienne. Et pourtant, elle s'est tenue non pas comme une femme que la lutte n'a pas touchée, mais comme une preuve vivante que la grandeur n'est pas l'absence de cicatrices, mais la maîtrise de celle-ci. Oprah Winfrey n'a pas simplement redéfini la télévision. Elle a redéfini la résilience elle-même, prouvant que même sous la couronne la plus lourde, même sous une surveillance impitoyable, la grandeur peut encore perdurer, encore guérir et encore mener le monde vers l'avant, comme une torche contre l'obscurité. Mais la gloire ne signifie pas l'invincibilité, et même les couronnes les plus brillantes peuvent se fissurer sous le poids des rêves. En 1998, au plus fort de son règne, Oprah Winfrey a tout misé sur un seul film. Bien aimé, le chef-d'œuvre de Toni Morrison, lauréat du prix Pulitzer, a été porté à la vie. Ce n'était pas seulement un rôle, pas seulement une production, c'était son âme projetée sur l'écran. Sa tentative d'honorer la douleur non dite de l'histoire des Noirs, de graver un héritage qui pourrait survivre à son empire. Elle a consacré des années de travail et plus de 80 millions au film, dont des millions provenant de sa propre fortune, le promouvant sur toutes les plateformes médiatiques qu'elle possédait. Elle l'a appelé le projet pour lequel elle était née. Mais quand Bien-Aimé a finalement atteint les salles de cinéma, le rêve s'est brisé. Le box-office a rapporté à peine une fraction de ce qu'elle avait investi, avec des estimations de 65 millions de perdus. Le week-end de la première, le public a afflué plutôt vers La fiancée de Chucky, une suite d'horreur qui a laissé Bien-Aimé oublié dans son ombre. Les salles de cinéma étaient à moitié vides. Les critiques l'ont rejetée avec une cruauté désinvolte et ce qu'elle avait envisagé comme son triomphe cinématographique s'est effondré en l'une des humiliations publiques les plus importantes de sa carrière. La femme qui avait commandé des millions de personnes à la télévision s'est soudainement retrouvée devant des rangées de sièges vides, sa voix inaudible. Elle avouera plus tard avec une honnêteté brutale qu'elle s'est sentie désorientée et déprimée, comme si elle avait perdu son chemin. Pendant des mois, elle a porté le silence comme un linceul. Les tapis rouges, qui avaient autrefois flambé de flash, sont maintenant apparus comme des marches funèbres pour un rêve. Derrière des portes closes, elle s'est assise seule, fixant l'énormité de ce qu'elle avait perdu.
Non seulement de l'argent, non seulement des années de travail, mais la validation qu'elle avait désirée de Hollywood. Le poids pesait sur sa poitrine comme une pierre, la forçant à se demander si son but s'était évanoui, si sa destinée l'avait abandonné. Pour quelqu'un qui avait bâti sa vie sur la transformation des blessures en sagesse, cette blessure coupait différemment. Elle se moquait de son ambition. Elle mettait en doute sa valeur. Elle murmurait cruellement que même les reines pouvaient tomber. Et pourtant, dans cette même obscurité, la vérité de l'humanité d'Oprah a été mise à nu. L'échec de Bien-Aimée n'était pas seulement une ruine financière ou une erreur professionnelle. C'était un coup spirituel, un moment qui a dépouillé l'illusion de l'invulnérabilité. Elle n'a pas trébuché parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle a osé rêver trop férocement, porter trop de choses sur ses épaules. Et bien que le monde ait pu l'étiqueter comme une défaite, l'audace même de sa vision de tout risquer pour une histoire qui comptait reste l'un des actes les plus rebelles de sa carrière, mais ce n'était pas le seul champ de bataille auquel elle a été confrontée. Bien avant Bien-Aimée et bien après, Oprah menait une guerre non pas sur les écrans, mais dans son propre corps. Une guerre qui a duré des décennies et qui a coupé plus profondément que les caméras ne pourraient jamais le capturer. Son poids, sa forme, sa chair même sont devenus une cible de surveillance incessante. Les tabloïds ont affiché ses photos en première page, encerclant son corps à l'encre rouge comme si son humanité était un titre. Chaque fluctuation a été moquée, chaque tentative disséquée jusqu'à ce que même les victoires deviennent des pièges. Elle a enduré l'humiliation cuisante de monter sur sa propre scène, tirant un chariot chargé de graisse censé symboliser le triomphe, mais dont on se souvient plutôt comme d'une image de vulnérabilité. Le monde ne l'a jamais laissé s'échapper. Encore et encore, elle a essayé. Encore et encore, elle a été jugée jusqu'à ce que sa propre peau se sente comme une cage. Son corps, une prison dont elle ne pouvait pas sortir. Pendant 25 ans, elle a admis « Mon poids a été le plus grand, le plus public des démons que j'ai dû combattre. » C'était une bataille non pas contre la nourriture ou la chair seule, mais contre une société qui trop souvent refusait de voir au-delà de la surface, réduisant un titan de la culture à des chiffres sur une balance. Et puis est venu le coup de décennies de tension. Ses genoux, usés par des années à porter à la fois son corps et le poids du jugement du monde, ont cédé. En 2021, la douleur était insupportable. Chaque pas, un rappel des batailles menées trop longtemps. Pour beaucoup, la chirurgie des 2 genoux aurait marqué la fin. Pour Oprah, cela a marqué une renaissance. Elle a émergé non pas comme une victime des circonstances, mais comme un soldat de la discipline se reconstruisant un pas à la fois. Elle marchait de 3 à 5 miles chaque jour, testait sa force sur des montées de 10 miles chaque week-end, récupérant pouce par pouce le corps qui l'avait autrefois trahi. Chaque pas est devenu un acte silencieux de défi, une preuve que son histoire n'était pas terminée. Puis, en 2023, elle a fait ce que peu de gens dans sa position oseraient faire. Elle a dit la vérité. Avec la candeur qu'il avait toujours définie, Oprah a admis ouvertement qu'elle avait eu recours à des médicaments pour perdre du poids. Elle ne l'a pas présenté comme une solution miracle ni comme une fière victoire. C'était un choix né de l'épuisement, d'années passées à lutter contre un corps qui avait été disséqué dans les titres et moqué sur les couvertures. Pour elle, ce n'était pas un triomphe, mais une survie. Les révélations ont déclenché une tempête de titres et un débat acharné. Beaucoup y ont vu de l'honnêteté, d'autres y ont vu un danger, et en vérité, c'était les deux. Parce que même si le médicament lui a offert un certain soulagement, il était aussi un rappel que même les plus forts d'entre nous peuvent être poussés à des mesures désespérées lorsque le poids du jugement devient insupportable. Oprah ne l'a jamais habillé de glamour. Elle l'a admis avec la crudité de quelqu'un qui n'avait plus rien à cacher. Elle n'a pas prétendu que c'était sûr ou facile ou simple. Elle l'a mise à nu. Un acte terriblement humain, mais aussi terriblement fragile. Des cendres de l'échec de Bien-Aimée au champ de bataille de son propre corps, le parcours d'Oprah témoigne que la grandeur n'est jamais l'absence de blessures, mais le courage de s'en relever, même si elle est moquée, même si elle est brisée, même si elle est réduite au silence par la honte. Elle a prouvé que la valeur d'une femme n'est pas définie par les chiffres du box-office ou les chiffres sur une balance.
Elle est définie par le feu qui perdure, le feu pour continuer à marcher, pour continuer à se relever, pour continuer à porter le poids jusqu'à ce que le poids lui-même devienne une couronne. Mais les batailles à l'intérieur de son corps n'étaient qu'une partie de la guerre. Au-delà de l'examen minutieux des tabloïds et de la douleur dans ses genoux, se trouvaient des blessures qu'aucune chirurgie, aucune discipline, aucun médicament ne pourrait jamais guérir. Si la lutte contre elle-même était épuisante, la lutte contre le destin était impitoyable. Une par une, les personnes les plus proches d'elle ont été emportées et chaque perte a gravé une autre cicatrice dans un cœur déjà marqué par trop de tempêtes. Le premier coup dévastateur est survenu en 1989 lorsque le jeune frère d'Oprah, Jeffrey, est décédé du sida à seulement 30 ans. C'était une époque où la maladie était enveloppée non pas de compassion, mais de peur. Lorsque la société étouffait la vérité dans le silence et enveloppait les malades de honte. Au lieu de l'empathie, il y avait la stigmatisation. Au lieu du réconfort, il y avait le jugement. Oprah a pleuré non seulement son frère, mais l'injustice d'un monde qui détournait les yeux. On l'a laissé s'éteindre sans dignité, sans reconnaissance, comme si sa vie comptait moins à cause de la maladie qui l'a emporté. Le chagrin n'était pas simple. C'était un mélange de chagrin si profond qu'il l'a creusé et d'une rage si féroce qu'elle brûlait. Elle a admis plus tard que la douleur de la mort de Jeffrey était accentuée par sa propre impuissance, que malgré sa renommée, sa fortune, son pouvoir, elle ne pouvait pas le protéger, ne pouvait pas le sauver. Toute son influence s'est effondrée contre la main impitoyable du destin. Cela lui a appris une vérité plus brutale que n'importe quel titre. Il y a des batailles dans la vie où même l'amour ne suffit pas. En 2003, la tragédie est revenue, cruelle et familière. Sa demi-heure Pat, longtemps rongée par l'emprise de la dépendance, est décédée subitement. Mais en vérité, la dépendance l'a volée depuis longtemps avant que le corps ne cède. Morceau par morceau, année après année, elle lui avait pris sa voix, ses rires, son potentiel, jusqu'à ce qu'il n'en reste que des fragments. Au moment où la mort est survenue, elle s'est sentie inévitable, mais non moins insupportable. Pour Oprah, ce n'était pas seulement la perte d'une sœur, mais la perte d'une possibilité. La sœur que Pat aurait pu être si la vie lui avait donné plus de miséricorde et moins de démons. Une autre porte de sa famille est déjà fracturée, s'est refermée, laissant Oprah se tenir à nouveau à l'intersection du chagrin et du regret. C'était un rappel de la façon dont la dépendance ne détruit pas seulement celui qu'elle consume. Elle détruit tous ceux qui l'aiment, laissant aux survivants des blessures qu'aucun remède ne peut guérir. Puis, en 2010, est venue une révélation différente de toutes les autres. Un moment qui portait à la fois la lumière et l'ombre. Au milieu de son chagrin, Oprah a appris qu'elle avait une autre demi-sœur, Patricia Lofton, qui avait été donnée en adoption des décennies plus tôt à son insu. La découverte a été stupéfiante. Un morceau de son propre sang caché à la vue de tous pendant toutes ces années. Rencontrer Patricia était à la fois un miracle et un crève-cœur. Une réunion cousue de larmes et de mains tremblantes. Pour Oprah, c'était comme tenir une photographie qui avait été déchirée en deux et trouver soudainement la pièce manquante pour se rendre compte que des décennies de vie avaient été perdues dans la déchirure. La joie de la découverte était vive, mais le chagrin l'était encore plus. Des anniversaires jamais célébrés, des rires jamais partagés. Une sororité qui aurait pu être, mais qui n'a jamais été. C'était la preuve que la vie ne donne jamais sans prendre aussi, ne révèle jamais sans vous rappeler aussi ce que le temps a déjà volé. Le poids de l'absence n'a fait que s'alourdir. En 2018, la mère d'Oprah, Veritali, est décédée. Leur lien avait toujours été emmêlé, marqué par l'absence, la négligence et les blessures d'une enfance qu'Oprah ne pourrait jamais oublier. Et pourtant, quand les adieux finaux sont arrivés, ils ont apporté leur propre agonie insupportable. La mort, dans sa finalité impitoyable, a claqué des portes qui ne pourraient plus jamais être ouvertes. Des questions restaient en suspens dans le silence, des questions qui ne trouveraient jamais de réponse. Des mots de pardon et de réconciliation se sont dissous dans l'air à jamais tus. Malgré toute la douleur que sa mère avait causée, Oprah ressentait toujours la douleur à vif du cœur d'une fille, aspirant à une tendresse qui n'était jamais arrivée.
Les funérailles n'étaient pas seulement un adieu à une mère, mais un adieu au fragile espoir qu'un jour les choses pourraient être différentes. Et puis, à peine 4 ans plus tard, est survenu le coup qui l'a ébranlé jusqu'à la moelle. En 2022, son père, Vernon Winfrey, est décédé. Il avait été le strict disciplinaire qui l'avait autrefois terrifié avec des règles et des couvre-feux. L'homme qui lui a sauvé la vie en la forçant sur la voie de l'éducation. L'homme auquel elle avait résisté quand elle était enfant, mais qu'elle vénérait en tant que femme. En sa présence, elle avait trouvé une structure, voire le salut. Le perdre, c'était comme perdre l'ancre à laquelle elle s'était accrochée depuis l'âge de 14 ans, celui qui l'avait stabilisée lorsque le chaos menaçait de la noyer. Quand Vernon est parti, le silence était suffocant. Quand il est parti, Oprah a admis doucement « Je me suis senti vide d'une manière que je ne peux pas décrire. Ce n'était pas seulement l'absence d'un père, mais l'effondrement du fondement même qui l'avait maintenu uni à travers les tempêtes. Ce n'était pas une tragédie, mais une vie de tragédies s'accumulant les unes sur les autres, jusqu'à ce que son cœur devienne un registre de chagrin. Un frère, une sœur, une mère, un père, tous partis. Chaque perte est différente, chaque cicatrice est permanente, toutes convergent pour lui rappeler qu'aucun empire, aucune fortune, aucune couronne ne pouvait la protéger de la cruauté du destin. Et pourtant, comme toujours, Oprah a enduré. Elle a porté leur mémoire non pas comme des chaînes, mais comme du carburant. Une preuve vivante que l'amour et la perte sont des fils inséparables dans la foi et le tissu de la vie. Du silence de Jeffrey à l'absence de Pat, de la découverte tardive de Patricia aux adieux finaux de ses parents, Oprah a supporté l'insupportable. Elle s'est tenue sous le poids du chagrin et a continué à marcher. Et c'est dans cette résilience que réside son héritage le plus vrai. Pas les milliards, pas les triomphes de la télévision, mais le simple et stupéfiant fait qu'elle a survécu à crève-cœur après crève-cœur et qu'elle a quand même choisi de guérir les autres alors qu'elle était elle-même brisée. Au milieu des ombres de la perte et du poids incessant du chagrin, il y avait une force qui a refusé d'abandonner Oprah Winfrey. L'amour, fragile mais durable, imparfait mais guérisseur. Son parcours à travers les relations n'a pas été le défilé scintillant d'une célébrité, mais un chemin cousu de crève-cœur, de leçons et finalement d'une dévotion qui a survécu à des décennies. Son histoire d'amour a commencé au début des années 1970 avec William Bubba Taylor, son amour d'université à la Tennessee State University. Il a été son premier grand amour, le premier homme qui a regardé au-delà des blessures de son passé et a vu à la place l'étincelle fragile d'une jeune femme essayant désespérément de se construire un nouveau soi. Leur romance était tendre, un sanctuaire où, pour la première fois, Oprah a ressenti la chaleur d'être choisie, d'être chérie. Pourtant, c'était aussi un rêve tissé de fils trop délicats pour durer. Il n'avait que peu de choses à quoi s'accrocher, si ce n'est que l'espoir et le poids de l'ambition, de la pauvreté et des circonstances pesaient plus lourd que ce que l'amour pouvait supporter. Lentement, ce qui avait autrefois ressemblé à un salut s'est effondré, non pas avec des feux d'artifice ou une trahison, mais avec la douleur silencieuse de deux jeunes cœurs réalisant qu'ils ne pouvaient tout et pas distancer les tempêtes qui se rassemblaient autour d'eux. Pour Oprah, c'était sa première leçon sur l'impermanence de l'amour. Que même l'étreinte la plus douce peut s'évanouir, laissant derrière elle le silence creux de ce qui aurait pu être. Mais le deuxième chapitre de sa vie amoureuse a coupé beaucoup plus profondément. Au milieu des années 1970, elle est tombée amoureuse du musicien John Tesh et pendant un certain temps, c'était radieux. Deux rêveurs liés par le rire, la musique et la conviction que l'amour pouvait défier le monde. Pour Oprah, qui avait passé son enfance privée de tendresse, la présence de John a été une révélation. Un amour qui était doux, constant, presque rédempteur. Pourtant, le monde au-delà de leurs moments privés était impitoyable. Dans une Amérique encore marquée par les blessures vives du racisme, leur relation, une femme noire et un homme blanc, est devenue la cible de murmures, de regards et d'une désapprobation tacite. Ce n'est pas leur amour qui les a fait échouer, mais la société qui a enveloppé ces préjugés autour d'eux comme des chaînes. La pression est devenue insupportable, le jugement suffocant, jusqu'à ce qu'ils soient forcés de se séparer, non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que le monde l'exigeait.
Des années plus tard, Oprah avouera que s'éloigner de John Tesh a laissé une blessure différente de toutes les autres. Pas la coupure nette de la trahison, mais la douleur persistante de céder à l'injustice. C'était le genre de crève-cœur qui ne crie pas, mais résonne. Un rappel que même les émotions les plus pures peuvent être écrasées par des forces indépendantes de sa volonté. Pour Oprah, ce n'était pas seulement la perte d'un homme qui lui tenait à cœur, mais la cruelle prise de conscience que l'amour lui-même pouvait être un champ de bataille où la victoire était parfois impossible. Peu importe avec quelle force deux âmes aspirent à rester ensemble. Puis vint Roger Ebert, le célèbre critique de cinéma, dont la présence dans la vie d'Oprah a été brève mais étrangement fatidique, comme une comète de passage qui a illuminé le ciel pendant un court instant, mais a changé son horizon à jamais. Leur romance a été éphémère, plus une étincelle qu'une flamme, plus de la curiosité que de la permanence. Mais elle portait en elle une graine qui allait tout changer. Un soir, lors d'un dîner dans un restaurant tranquille de Chicago, alors que les verres tintaient et que les conversations bourdonnaient autour d'eux, AR s'est penché par-dessus la table et a offert un seul conseil. Faites en sorte que son émission de discussion en difficulté soit diffusée à l'échelle nationale. Pour la plupart, cela aurait pu ressembler à une stratégie commerciale. Pour Oprah, c'était une révélation. À cet instant, la possibilité s'est ouverte devant elle comme une porte qu'elle n'avait pas osé imaginer. Ce n'est pas l'amour qui a perduré avec Roger, mais quelque chose de plus rare. Sagesse, un cadeau enveloppé de brièveté. La relation elle-même s'est estompée, ne laissant aucun crève-cœur, aucune cicatrice, seulement une trace de gratitude et la connaissance tranquille que même des rencontres de courte durée peuvent modifier le cours d'une vie. Pour Oprah, c'est devenu la preuve que le destin n'arrive pas toujours par de grands gestes ou des liens à vie. Parfois, il murmure à travers les connexions les plus brèves, un rappel que même des étincelles fugaces peuvent enflammer des révolutions. Mais au milieu de la fragilité des romances passées, un amour est devenu son encre à travers près de 4 décennies de tempêtes. En 1986, Oprah a rencontré Stedman Graham, l'homme qui se tiendrait non pas dans son ombre ni au-dessus d'elle, mais fermement à ses côtés. Dans un monde où les relations de célébrités vacillaient et mouraient comme des bougies dans le vent, la leur a perduré contre toute attente. L'éclat de la gloire, les murmures du scandale, l'examen minutieux de ceux qui doutaient d'un amour qui semblait trop tranquille, trop stable pour Hollywood. En 1992, lorsqu'ils ont annoncé leur fiançailles, le monde s'attendait à un grand mariage digne de la reine de la télévision. Mais Oprah a stupéfié tout le monde en refusant de se marier. Elle a confessé que la structure même du mariage, avec ses attentes et ses contraintes, aurait pu détruire l'équilibre délicat qui a permis à leur amour de s'épanouir. Alors, au lieu de cela, ils ont choisi quelque chose de radical. Un lien non défini par des vœux, mais par la confiance, non cimenté par des contrats, mais par un choix renouvelé chaque jour. En Stedman, Oprah a trouvé non pas un sauveteur, mais un sanctuaire. Un homme qui lui a donné l'espace nécessaire pour s'envoler, pour construire son empire, pour porter le poids de millions de personnes, sans jamais exiger qu'elle se réduise pour tenir un rôle plus petit. Et en retour, elle a donné quelque chose que le monde voyait rarement d'elle. La constance, l'intimité et le dévouement tranquille d'une femme qui s'était donnée à des millions de personnes, mais qui avait réservé son vrai moi à un seul. Leur amour n'a pas été joué sur des tapis rouges ou publié dans les journaux. Ils vivaient dans l'immobilité des matins, partagés dans la présence inébranlable d'un homme satisfait de laisser sa lumière briller le plus fort. Et puis, il y a eu le choix qui a défini sa vie de famille plus que tout autre. La décision de ne pas avoir d'enfant. Après le traumatisme d'avoir perdu son bébé à 14 ans, le mot maternité comportait à la fois de la douleur et de la clarté. Elle a admis, avec une honnêteté désarmante, « Je n'aurais pas été une bonne mère parce que je n'avais pas la patience ». Dans une société qui mesure souvent la valeur d'une femme par les enfants qu'elle porte, le refus d'Oprah n'a pas été une blessure, mais un acte de courage, une déclaration que son but prendrait une en autre forme. Au lieu d'une poignée d'enfants, elle a élevé des millions de personnes grâce à son influence, ses écoles et sa philanthropie. Elle est devenue à sa manière une mère pour le monde, non pas liée par la biologie, mais par la compassion.
Son histoire d'amour n'est pas le conte de fées étincelant que le monde attend des icônes, mais quelque chose d'infiniment plus rare, une mosaïque cousue de blessures et de résilience, crève-cœur et guérison, une flamme qui a brûlé de façon constante après près de 40 ans. En Steeman, elle a trouvé son refuge. Dans sa décision de ne pas se marier ou d'être mère, elle a trouvé sa liberté. L'amour pour Oprah Winfrey n'a jamais consisté à se conformer au scénario de la société. Il s'agissait d'écrire le sien, comme elle l'avait fait avec chaque autre chapitre de son extraordinaire vie. Pendant près de 4 décennies, Steeman a été le constant aux côtés d'Oprah, un refuge tranquille et une vie si souvent malmenée par les tempêtes. Ensemble, ils ont construit non seulement un amour qui a défié les scénarios éphémères d'Hollywood, mais aussi une vie qui reflète à la fois le triomphe et le sanctuaire. Ils n'ont jamais eu besoin de papier de mariage ou d'enfants pour définir leur lien. Au lieu de cela, leur dévouement a été écrit à travers les paysages qu'ils appellent maintenant, ils ont leur sugar, qu'ils attendent dans leur foyer. Aujourd'hui, à 71 ans, Oprah Winfrey ne vit pas dans le bruit d'Hollywood, mais dans le calme de Montecito, en Californie, où ces vastes domaines respirent à la fois le pouvoir et la paix. Avec Steeman à proximité, elle se réveille non pas au son des caméras qui clignotent, mais au son des chevaux dans son ranch, au murmure des vents océaniques. Le genre de matinée qui parle de survie, de liberté, d'une femme qui a mérité son refuge. Pour Oprah, ces maisons ne sont pas simplement des biens immobiliers, ce sont des sanctuaires sculptés par des décennies de lutte, des symboles d'un voyage des haillons à la richesse, du silence à une voix qui a ébranlé le monde. Et c'est ici, entre ces murs et ces hectares d'écueils de terre, que l'histoire de sa richesse, de ses possessions et de son empire prend tout son sens, non pas comme des trophées scintillants, mais comme des témoignages en fait de ce que signifie de se relever de rien et de rester profondément humain. À 71 ans, la vie d'Oprah Winfrey ne se mesure plus en code d'écoute ou en tapis rouge, mais dans les sanctuaires qu'elle a construits pour elle-même. Des sanctuaires sculptés dans les blessures, couronnés par le triomphe et imprégnés de la paix tranquille qu'elle s'est battue bec et ongles pour gagner. Aujourd'hui, elle vit à Montecito, loin des feux d'Hollywood, où les matins ne bourdonnent pas de paparazzi, mais du murmure des vents océaniques, du bruissement des feuilles de chêne et de la frappe rythmique des sabots sur la terre. C'est ici, dans l'immobilité, que la jeune fille, qui n'avait autrefois rien, s'autorise enfin à respirer. Sa ferme 6 maillards, achetée en 2016 pour 29 millions, s'étend sur 23 acres fertiles. La maison principale, à seulement 4,50 pieds, modeste selon les normes des milliardaires, ne rayonne pas l'extravagance, mais l'intimité. Les cheminées brillent de chaleur. Les poutres en bois font écho à la simplicité de la vie rurale. Et au-delà se trouvent des granges, des écuries et des pistes équestres où ses chevaux courent aussi librement qu'elle aspirait autrefois à le faire. Deux puits privés puisent de l'eau dans les profondeurs, défiant les sécheresses de la Californie, un symbole de la sécurité qui lui a autrefois été refusé. Souvent à l'aube, Oprah enfile ses bottes d'équitation, traversant des champs où le sol sous ses pieds rappelle le Mississippi. Les chemins de terre, les sacs de pommes de terre qu'elle portait autrefois comme robe, mais maintenant elle foule ce sol non pas comme une enfant honteuse, mais comme une femme qui a enduré, qui possède la terre sous ses pas. Juste au-delà se trouve son joyau de la couronne, la terre promise. S'étendant sur des dizaines d'acres, c'est un lieu de fontaines, de jardins et de chênes anciens qui s'élèvent comme des monuments à la permanence. C'est ici qu'elle réunit ses proches, réfléchit en silence et goûte à ce que son enfance n'a jamais offert, la stabilité. La terre promise n'est pas simplement une maison. C'est sa proclamation que la jeune fille autrefois perdue entre des foyers brisés commande maintenant un endroit si enraciné, si inamovible, que même le temps s'y incline. Autrefois, son empire s'élevait haut dans les montagnes du Colorado. En 2014, elle a acquis une maison de ville à Telluride pour 14 millions, où des murs de verre embrassèrent le ciel, des allées faisaient fondre la neige avant qu'elle ne touche la terre, et une baignoire en calcaire d'une valeur de $70 000 brillait comme une sculpture
Un téléphérique privé l'a transportée vers les pentes tandis qu'un vendeur de vin imitait un tunnel minier profondément dans la pierre. C'était éblouissant, une maison faite pour impressionner les sens mais pas pour ancrer l'âme. En 2021, elle l'a vendue. Un acte silencieux de lâcher prise. La preuve que même Oprah sait que le luxe sans signification est un poids qu'elle n'a pas besoin de porter. Sa portée s'étend encore plus loin à travers le Pacifique sur près de 1000 acres à Maui, assemblés entre 2015 et 2023. Mais ici, sa richesse devient l'intendance. Elle a versé sa fortune dans la protection de la terre, la préservant comme refuge non seulement pour elle-même, mais pour les générations à venir. Maui n'est pas seulement une évasion, c'est un rappel que la prospérité sans responsabilité est vide. Même ses voitures parlent le langage de l'équilibre. Le Polaris RZR, la joie éclaboussée debout. Le Lincoln Navigator, l'autorité et le confort. La Lexus ES 350 FS Sport, l'élégance discrète. La Tesla Model S, un clin d'œil à l'avenir. Rapide et vert. Aucun d'eux ne crie à l'excès, ils murmurent le choix. Mais quand elle recherche la vraie liberté, elle prend les airs. Son Gulfstream JC150, d'une valeur de 70 millions de dollars, n'est pas un simple avion, mais un sanctuaire volant. Cuir personnalisé, bois fabriqué à la main, fenêtres panoramiques qui transforment les nuages en toile. Pour Oprah, le jet n'est pas de l'indulgence, c'est l'indépendance, la capacité de décider où atterrir, quand donner et où être. Dans une vie autrefois dictée par d'autres, c'est la récupération ultime du temps. Aujourd'hui, sa valeur nette avoisine les 3 milliards de dollars, enracinée dans Harpo Productions, Own O Magazine, son club de lecture, Weight Watchers et son accord avec Apple TV+. Mais la richesse pour Oprah n'est pas que des chiffres. Ce sont les milliers de bourses qu'elle a accordées, les écoles qu'elle a construites, les vies qu'elle a élevées. Elle n'a jamais couru après les richesses. Elle a couru après le sens et la richesse a suivi. Ses maisons, ses voitures, son jet, ses milliards. Ce ne sont pas des trophées de célébrité, mais des témoignages de survivants. Ce sont la preuve qu'un enfant qui portait autrefois des haillons marche maintenant dans des jardins à lui. Qu'une femme qui craignait autrefois la faim nourrit maintenant des millions de personnes. Les possessions d'Oprah Winfrey ne sont pas une question de grandeur, elles sont une question d'endurance. Elles rappellent que même après les tempêtes les plus violentes, l'âme peut trouver refuge, l'esprit peut trouver le vol et le cœur peut enfin trouver sa maison. À 71 ans, la vie d'Oprah Winfrey ne se limite plus à un empire ou à des domaines, mais à ce qui perdure lorsque les caméras s'éteignent. Sa santé, ses dons, son héritage et le rythme tranquille d'une femme qui a transformé la survie en un phare pour des millions de personnes, son deuxième héritage, la philanthropie. Si son premier héritage était un empire médiatique, son second est un empire de compassion. Pendant des décennies, Oprah a donné non seulement de l'argent, mais des morceaux de son propre cœur à des étrangers qui ne la rencontreront peut-être jamais face à face. Au Morehouse College à Atlanta, elle a financé des centaines de bourses pour de jeunes hommes noirs, des hommes qui auraient pu être écrasés sous le poids des circonstances. Aujourd'hui, ce sont des médecins, des avocats, des éducateurs, des leaders, et ils s'appellent les hommes d'Oprah. Une preuve vivante de la façon dont la générosité se répercute sur les générations. En 2007, elle a ouvert l'Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls en Afrique du Sud. Ce qui a commencé comme un rêve de 40 millions de dollars est devenu un sanctuaire pour plus de 300 jeunes femmes. Beaucoup d'entre elles venaient de la plus grande pauvreté et sont maintenant entrées dans les couloirs des meilleures universités du monde. Pour Oprah, ces filles sont les filles qu'elle a choisies. Le témoignage vivant que l'éducation n'est pas seulement une opportunité, c'est la libération. Sa philanthropie a touché non seulement les salles de classe, mais la culture elle-même. En 2013, elle a donné 12 millions de dollars au Smithsonian National Museum of African American History and Culture, le plus grand don de son histoire. Pour Oprah, c'était une façon de consacrer une histoire trop souvent négligée, de donner à son peuple un foyer permanent dans la mémoire de la nation. Et lorsque la catastrophe a frappé, sa compassion n'a pas hésité. En 2023, aux côtés de Dwayne Johnson, elle a fondé le People's Fund of Maui
après que des incendies de forêt ont dévasté l'île qu'elle en était venue à aimer. Près de 60 millions de dollars ont été distribués directement entre les mains de 8 personnes qui avaient tout perdu. Pour Oprah, ce n'était pas de la charité, c'était la justice, une façon de restaurer la dignité là où les flammes avaient pris des maisons, des souvenirs et la paix. Pourtant, même si elle a versé sa fortune et son âme dans l'élévation des autres, Oprah n'a jamais pu échapper à la fragile vérité de son propre corps. Des décennies de lutte contre le poids, des décennies à être moquée en première page et à être chuchotée dans les salles de réunion ont laissé des cicatrices plus profondes que la chair. Son corps est devenu à la fois un champ de bataille et un professeur, un rappel que même les esprits les plus forts vivent à l'intérieur de vaisseaux qui se brisent, qui souffrent, qui vieillissent. En 2021, lorsque la douleur l'a finalement forcé à subir une intervention chirurgicale aux 2 genoux, ce n'était pas seulement une crise médicale, c'était un règlement de compte. Pendant des semaines, elle n'a pas pu marcher sans aide. Et pour la première fois, la femme qui avait porté des millions de personnes sur ses épaules s'est retrouvée incapable de porter même son propre poids. Elle a avoué plus tard que la peur s'insinuait la nuit, la peur de l'immobilité, la peur du déclin, la peur que l'âge soit finalement venu recouvrer sa dette. Mais Oprah n'a pas capitulé. Pas à pas, avec une douleur atroce, elle s'est forcée à se remettre sur ses pieds, marchant des kilomètres chaque jour, grimpant 10 sur les week-ends, comme si chaque pas prouvait que le temps pouvait la meurtrir, mais jamais la briser. En 2023, elle a admis ouvertement qu'elle avait demandé un soutien médical dans sa lutte de longue date contre le poids, non pas par vanité, mais par survie. Son honnêteté a suscité le débat, mais elle a également désarmé la honte. Elle a refusé de faire semblant, refusé de se cacher. Elle s'est tenue devant le monde comme elle l'avait toujours fait, brute, sans peur, terriblement humaine. Aujourd'hui, sa silhouette est plus mince, son visage rayonnant, son énergie lumineuse. Non pas parce qu'elle nie ses 71 ans, mais parce qu'elle les affronte de front avec le courage comme seule armure. Et pourtant, sous le triomphe se cache un chagrin plus tranquille, un chagrin qu'aucune chirurgie ou régime ne peut guérir. Dans le calme de son sanctuaire de Montecito, au milieu des chevaux et des jardins, elle porte l'absence d'enfants qui n'ont jamais grandi, d'une lignée qui se termine avec elle. Elle a dit avec une honnêteté désarmante « Je n'aurais pas été une bonne mère ». Mais même dans ce choix, l'ombre persiste. Sa vie est remplie d'amis, de stémanes, de millions de personnes qui l'appellent une voix directrice. Mais quand la nuit tombe et que la maison se fait silencieuse, le poids de la solitude pèse le plus lourd. L'âge lui a donné la sagesse, mais il a aussi aiguisé la douleur de ce qui ne sera jamais. Aucune fille pour refléter son visage, aucun fils pour porter son nom. Et ainsi, la vie actuelle d'Oprah Winfrey est à la fois radieuse et brute. Une femme qui marche quotidiennement entre le triomphe et la fragilité, entre la force publique et le silence privé. Elle a été la preuve que même ceux qui semblent plus grands que nature ne peuvent échapper aux petites vérités humaines de la douleur, de l'âge et du désir. Mais elle est aussi la preuve que ces vérités n'ont pas besoin de nous vaincre, qu'avec la discipline, l'honnêteté et la grâce, même les fardeaux les plus lourds peuvent être portés avec dignité. Même aujourd'hui, Oprah ne s'est pas complètement retirée dans la vie privée. Elle reste une présence prudente et délibérée dans le paysage culturel. En 2023, elle est revenue en tant que productrice de l'adaptation cinématographique musicale de La Couleur pourpre, tissant à nouveau son histoire dans le tissu du cinéma. Son club de lecture continue d'enflammer les best-sellers et de façonner le monde littéraire. Et en 2024, elle a lancé le podcast Oprah, prouvant que même à l'ère numérique, sa voix porte toujours l'autorité de la confiance. Elle apparaît rarement, mais quand elle le fait, ce n'est pas pour le spectacle, c'est pour des moments qui comptent, des livres, la philanthropie, des conversations qui façonnent la conscience. En 2013, elle a reçu la Presidential Medal of Freedom, la plus haute distinction civile des États-Unis. À maintes reprises, elle a été nommée parmi les femmes les plus puissantes du monde. Mais si vous lui demandez, elle vous dira que le pouvoir n'est pas le nombre de zéros dans votre compte bancaire. C'est le nombre de vies que vous touchez. Le succès, dit-elle un jour, ne dépend pas de ce que vous avez, mais de ce que vous partagez. Et par cette mesure, Oprah Winfrey est parmi les âmes les plus riches qui vivent.
Alors que le soleil se lève sur Montecetto, les chevaux trottent sur sa terre et la ferme en bois brille dans la lumière du matin. C'est une scène qui ressemble à une destinée accomplie, de la jeune fille aux pieds nus qui portait des sacs de pommes de terre, de l'adolescente qui a perdu un enfant trop tôt, de l'animatrice de talk-show qui a transformé la douleur en guérison, à la philanthrope milliardaire qui a construit un empire d'empathie. Oprah Winfrey a réécrit le rêve américain avec sa propre plume, ses propres cicatrices, sa propre grâce. Son histoire ne porte pas uniquement sur la gloire ou la fortune, elle porte sur l'endurance, sur le courage de tenir bon, même lorsqu'on est courbé par les tempêtes, sur le pouvoir d'une femme de retenir la douleur de millions de personnes et de rendre quand même la lumière. La sienne est une vie qui a commencé dans la faim et s'est terminée dans l'abondance, qui a commencé dans le silence et s'est terminée dans la voix. Si la grandeur était la perfection, Oprah Winfrey ne se tiendrait pas devant nous. Elle a trébuché, elle a pleuré et elle a porté des cicatrices que le monde ne pouvait pas voir et pourtant elle s'est relevée. Si son histoire vous a touché dans sa pauvreté, son empire, ses blessures ou son amour, honorez-la d'un j'aime et partagez dans les commentaires le moment qui vous a le plus ému. Que ce ne soit pas seulement un hommage à une légende, mais à la vérité que même dans l'imperfection, nous pouvons nous relever, nous pouvons guérir, nous pouvons endurer.